Charles-Antoine Sinot est avec nous. Salut Daniel, salut Charles-Antoine. Bon matin, boys. Toi, tu as fait une maîtrise en psychologie sportive à l'université. Oui, c'est une de mes anciennes... Dans mon ancienne vie, je voulais comprendre un peu cette portion-là scientifique de la préparation des athlètes, du fait de performer dans un moment spécifique, malgré tellement de variables changeantes, tellement de pression. C'est fascinant, ce domaine-là. Est-ce que ça fait de toi un psychologue? Non, il faut préciser le tout, parce qu'on va en entendre beaucoup parler lors des Jeux. Très peu de gens qui s'impliquent justement dans la préparation mentale des athlètes sont des psychologues. On parle beaucoup de coachs de performance mentale, parce que c'est pas des cliniciens en soi, mais c'est des gens qui connaissent très bien le domaine du sport. Donc, c'est des consultants en préparation mentale en vue d'accomplir un exploit sportif. Principalement en Amérique du Nord, lors des prochains Jeux, ce sera ce type de professionnel-là. Donc, c'est le mental toughness. C'est exactement ça. Bien, on entre dans une phase hyper importante pour non seulement les athlètes canadiens qui vont nous représenter, mais pour l'ensemble de la biosphère mondiale qui va aller à Pyeongchang 2018. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit souvent, bien, les Olympiques, c'est la plus grande vitrine sportive au monde. Et c'est vrai parce que ça dure un temps donné dans un endroit déterminé et toutes les caméras du monde sont braquées sur l'exploit sportif. Mais moi, je me dis, chaque athlète, en quelque part, a une saison à mener, a une Coupe du Monde à mener. Et pour moi, ma perception d'amateur de sport, c'est comme un camp d'entraînement, si on veut, en vue des Olympiques. Est-ce que, comme préparateur mental, tu vois un peu ça de cette façon-là? D'un point de vue physique, physiologique, stratégique, oui, tu as raison, puisqu'on se prépare à performer à un moment important. Mais en même temps, l'environnement, le contexte, la structure des Jeux est complètement différente du reste. On le sait, les athlètes sont dans une petite bulle à part pour 11 mois et demi de l'année, ou presque à chaque année pendant le cycle de 4 ans. Personne ne vient les déranger dans leur bulle d'entraînement. Personne ne vient mettre en doute leur zone de confort. Personne ne vient challenger leur personnalité, leur éthique de travail jusqu'au jeu. Et là, il y a une incursion du grand public qui est démesurée. Avec raison, on s'entend. Mais c'est tellement déstabilisant du jour au lendemain, quand tu as 20, 24, 25 ans, de te faire scruter à la loupe par n'importe qui. Le grand public vient avoir une analyse de tes performances, de ta façon de faire, de ta personnalité. Et malgré tout, il faut que tu donnes ton plein potentiel, ton plein régime dans une situation précise d'une ou deux journées, ce qui est complètement différent des Coupes du Monde. Oui, parce que les Coupes du Monde, faut-il le rappeler, c'est que tu peux accumuler des points et être le champion d'une saison. Alors que les Olympiques, souvent, c'est la prestation d'une journée qui va déterminer si ton plan est déterminé. Moi, je veux savoir, Charles-Antoine, quel que soit l'athlète qui va être à Pyeongchang au cours des prochaines semaines, il y a certainement tous les préparatifs qu'il faut, mais quel est le rôle du préparateur mental à ce stade-ci en vue d'offrir la meilleure prestation qui soit? Bien, c'est un rôle qui évolue justement pendant le cycle olympique. Je te parlais d'une zone de confort qui est brusquée. Il faut justement raffermir cette petite zone, cet endroit où l'athlète est confortable malgré les distractions. Jamais en Coupe du Monde, il y aura un village olympique où on va côtoyer nos adversaires. Jamais il y aura une cérémonie d'ouverture. Il n'y aura pas autant de présence médiatique, de questions de la foule. Donc, le psychologue sportif ou le consultant doit, pendant 4 ans, préparer l'athlète à vivre ces moments-là. Et il y a deux façons principales de le faire. La première, c'est de se fixer des objectifs. On le sait, les athlètes ont tous des objectifs, mais ça ne peut pas être seulement des objectifs quantitatifs. Si tout est axé sur la médaille, sur le résultat, sur le temps lors de l'épreuve, il y a de grandes chances qu'on soit déçu parce qu'on ne contrôle pas notre adversaire, on ne contrôle pas la météo. Maintenant, l'autre volet, c'est la visualisation. On en parle beaucoup de la visualisation de plus en plus. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet justement au repos, entre guillemets, à l'athlète de vivre ces situations avant coup. Ce sera impossible pour un athlète pendant 4 ans de vivre les cérémonies d'ouverture avant le moment présent. Tu peux les imaginer. Les imaginer pour que, justement, lorsque ça se présente à nous, lorsqu'il y a plein de distractions, on a un sentiment de déjà-vu. Donc, on se sent à l'aise, on se sent confortable. As-tu une idée de la proportion des athlètes qui utilisent des services de préparateurs psychologiques comme ça? À ce niveau-là, j'aurais tendance à dire un 95 % parce que la meilleure comparaison à faire, pour mettre en contexte, c'est le coffre d'outils. Les athlètes ont des outils techniques. On les développe à l'entraînement à chaque jour, des outils physiologiques, leur corps qui performe, des stratégies. Mais les meilleurs, ce qui va faire la différence entre les Olympiens et les champions olympiques, c'est souvent le coffre à outils, c'est-à-dire de pouvoir avoir accès à tous ces outils-là dans un moment précis. Donc une équipe. Oui, exactement, qui est là pour nous. Et le préparateur mental en soi va être là au quotidien pendant les 4 années. Et lors des Jeux olympiques, il va être sur place. Mais là, on ne peut pas intégrer de nouveaux matériels.
Il est simplement là pour rappeler justement les objectifs, rappeler ce qui est fondamental. Rappeler à l'athlète ce qu'il a fait de bon. Ça, je sais qu'on met l'accent souvent sur le positif. Ce qu'il a fait de bon pour en arriver là. Ouais. Et souvent, je peux citer l'exemple de Jean-Luc Brassard, avec qui j'ai eu la chance de skier, puis il me raconte encore comment il se sentait au moment de sa victoire à Lillehammer en 1994. Il a douté une fraction de seconde avant de se présenter dans le portillon de départ. Et il a parlé à son coach, et son coach lui a dit, Jean-Luc, il dit, fais ce que tu fais d'aussi bien depuis toujours, lance-toi, amuse-toi. Et il s'est remis dans cette zone-là, qu'on appelle, cette bulle-là, et il a fait cette descente qu'on se souvient encore aujourd'hui. Il y a un mot-clé là-dedans, l'automatisation. Tu veux que ton corps prenne le contrôle et fasse les choses sans même que tu t'en rendes compte. Peu importe la météo, peu importe ta première descente, tu l'as fait depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Dans ce moment-là, tu veux que ton corps prenne le dessus, malgré les distractions mentales, et ça, c'est essentiel. Je vous donne un autre exemple qui est particulier, qui est unique, la situation de Joanie Rochette. Souvenez-vous, on a un plan de match qui est développé depuis 4 ans. Sa mère qui décède quelques jours avant les Olympiques. C'est impossible d'entrevoir ça, c'est extrêmement triste. Et ce qu'elle a fait relève pratiquement du miracle psychologique, mais son consultant lui a permis de revenir à la base. Pendant la performance, son corps a pris le contrôle, a laissé de côté toutes ses distractions parce que, justement, elle avait réussi à automatiser les choses, peu importe l'environnement autour d'elle. Une question qui est d'actualité. Éric Guay a confirmé hier qu'il allait se rendre à Pyeongchang. Malgré des ennuis de santé, on sait qu'il tente de se remettre sur pied. Dans quel état mental doit-il être actuellement? Bien, il faut faire absolument fi de tout ça. Donc, justement, son entourage lui a probablement ramené sur ses grandes réussites. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il avait eu du succès dans sa carrière? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est encore parmi l'élite? Malgré son dos, malgré son corps, il doit être en mesure d'éliminer complètement ce volet-là de, justement, sa préparation de course. Et lorsqu'il va être sur le portier, les portes, il doit absolument revenir à ce qui est fondamental, c'est-à-dire son entraînement, sa force de caractère et sa technique et sa stratégie. Faire disparaître le doute, finalement. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça, j'allais dire. Et certains utilisent même l'auto-hypnose de plus en plus aussi pour se préparer mentalement à des performances extraordinaires. Merci. Merci, Charles-Antoine. Hey, beau veston, en passant. Pas C'est-tu celle-ci? On porte la même grandeur. Non, il y a même pas ouvert la télé un matin. Il est arrivé à pied exactement comme moi.